C'est l'heure de l'information du Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À la une de cette édition, les frappes israéliennes en Syrie. L'armée de l'air a mené un vaste raid la nuit dernière dans la région de Damas et sur le Golan. Les cibles sont liées au régime de Bachar el-Assad et à la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne. Les autorités israéliennes durcissent le ton contre Téhéran, vous dira pourquoi dans un instant. L'autre grand titre est évidemment l'imbroglio politique en Israël. Avigdor Lieberman s'est exprimé il y a quelques instants et les chances de Benny Gantz de former un gouvernement d'ici ce soir n'en sont pas sorties renforcées. On évoquera ces enjeux avec notre invité, le professeur de relations internationales Emmanuel Navon. On reviendra également sur les annonces en France d'Emmanuel Macron sur les listes communautaristes lors des prochaines municipales et sur son discours concernant la lutte contre les violences faites aux enfants. Radio J. Les règles ont changé. Le message de Naftali Bennett, le nouveau ministre israélien de la Défense, est des plus clairs. L'armée de l'air israélienne a frappé la nuit dernière plus de 20 cibles en Syrie, à Damas, dans l'ouest de la capitale et dans la partie syrienne du Golan. Des cibles liées au régime de Bachar el-Assad et à la force d'élite Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne. Ces frappes démarrées à 1h du matin interviennent en riposte à l'envoi de roquettes hier matin depuis le sud de Damas contre le territoire israélien. Ces 4 projectiles avait été intercepté par le système Dôme de fer au-dessus du nord du Golan. Cette nuit, les sites visés par l'armée de l'air israélienne ont été très larges. Le quartier général de la force Al-Quds à l'aéroport international de Damas, des usines accueillant des systèmes de défense aérienne ou encore des batteries de missiles sol-air qui auraient pu empêcher les avions israéliens d'opérer. Bilan: 11 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, parmi eux au moins 7 ressortissants non syriens, probablement donc des Iraniens. Il s'agit là d'un nouvel épisode de ce qu'on appelle en Israël Amaracha ben Milchamot, c'est-à-dire la campagne de guerre entre deux guerres, soit les affrontements limités mais non moins sérieux qui opposent Tsahal à l'Iran via ses proxys dans la région. Tout celui qui tirera contre l'État d'Israël le jour ne dormira pas la nuit, déclaration de Naftali Bennett pour qui les dirigeants iraniens ne sont plus désormais à l'abri d'une action israélienne. Une autre source au sein de l'armée n'a pas dit autre chose aux médias locaux ce matin. Nous n'avons pas encore menacé la tête de la pieuvre Téhéran, mais il est possible de commencer à s'en approcher. Fin de citation. Cette opération est en tout cas l'une des plus importantes jamais réalisées par Tsahal contre des cibles iraniennes en Syrie. Elle a été décidée hier soir par le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou, le chef d'état-major Aviv Kochavi, le ministre de la Défense Naftali Bennett. Bennett qui a affiché la détermination israélienne, même lorsqu'il s'agit d'attaques presque négligeables dont l'impact est faible. Nous sommes en train de changer l'équation et notre riposte sera vaste, a déclaré le numéro 2 de la liste Yamina. Un dernier mot sur le calendrier de ces frappes. Outre les considérations politiques difficiles à déterminer, il est possible que le gouvernement et les responsables militaires aient décidé de profiter des difficultés rencontrées actuellement par l'Iran pour trouver une sortie de crise à la contestation qui secoue le pays depuis plusieurs semaines. 2 puissances alliées de l'Iran connaissent également des troubles. Le Liban et l'Irak restent désormais à savoir quelle sera la réaction de la force Al-Quds et de son dirigeant Qassem Soleimani. Sa conférence de presse était particulièrement attendue. Avigdor Lieberman a donc fermé la porte ce midi à une coalition d'union nationale réunissant le Likoud, Kahol Lavan et son parti Israël Beitenu. Lieberman refuse de soutenir Benyamin Netanyahou ou Benny Gantz comme Premier ministre. Benny Gantz qui a jusqu'à ce soir, vous le savez, minuit pour réunir une majorité parlementaire, mission désormais quasiment impossible. Dans l'état actuel des choses, nous sommes en route pour de nouvelles élections, a déclaré Avigdor Lieberman. On écoute tout de suite un extrait de son intervention. Si vous me demandez qui est responsable de cette situation, les 2 formations ensemble, tant Kahol Lavan que le Likoud. Il y a eu un jeu d'accusations mené par les 2 camps, mais au fond, il s'agissait d'un jeu d'accusations sans volonté de prendre des décisions difficiles et dramatiques. À la fois Netanyahou qui a tout tenté pour gagner du temps et surtout pour préserver le bloc orthodoxe, mais aussi au fond Gantz qui a refusé les paramètres posés par le président. Et même une grande partie de Kahol Lavan qui a joué la plupart du temps un double jeu en maintenant des contacts avec les orthodoxes. שיחקו משחק כפול ושמרו על ערוצים פתוחים למפלגות חרדיות.
Fort de ses 9 sièges, le chef du parti Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, est considéré depuis la première élection d'avril dernier comme le faiseur de roi, celui autour duquel pouvait se former une coalition. Outre une union nationale qu'Avigdor Lieberman appelait de ses voeux, l'autre option envisagée par Benny Gantz était la formation d'un gouvernement minoritaire avec Israël Beitenu et un soutien extérieur de la liste arabe unie, une option écartée ce midi par Lieberman. Je refuse de soutenir un gouvernement minoritaire ou étroit, a tranché Avigdor Lieberman devant les médias. La situation politique israélienne est donc plus bloquée que jamais. En cas d'échec de Benny Gantz, s'ouvrirait dès demain un nouvel épisode transitoire. Le président de l'État, Reuven Rivlin, accorderait alors un délai de 21 jours aux députés de la Knesset pour lui proposer le nom d'un autre élu capable, selon eux, de rallier une majorité. Sinon, retour à la case départ avec une troisième élection en un an, en mars prochain. On poursuit ce décryptage sur l'actualité politique et militaire israélienne dans un instant avec notre invité, le professeur Emmanuel Navon. Radio J, 14h08, la suite du journal magazine avec Steve Nadjar. On l'a vu lors de la première partie de cette édition, les chances de Benny Gantz de former une majorité d'ici ce soir sont très faibles. Une nouvelle phase transitoire devrait donc s'ouvrir demain. Une nouvelle élection, la troisième en un an, est désormais une option tout à fait réaliste. Une instabilité politique qui intervient alors que le front nord comme le front sud connaissent des regains de tension ces derniers jours. Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Navon, certains attendaient Avigdor Lieberman comme le faiseur de roi. Il a douché les espoirs ce midi. Qui peut désormais sauver les Israéliens d'un troisième scrutin en un an ? Je pense que nous nous dirigeons vers une troisième élection. Je vois difficilement comment, à ce stade, un gouvernement d'union nationale pourrait se former. Il faudrait pour cela que Netanyahou abandonne son fameux bloc de 55 députés avec les partis religieux et que le parti bleu et blanc accepte de servir sous Netanyahou pendant un an ou deux, chose que pour l'instant le parti se refuse de faire. Donc comme l'a dit Lieberman, les deux partis, le Likoud et le parti bleu et blanc, ont refusé les conditions qu'il leur avait présentées il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et comme Lieberman a également annoncé qu'il ne se joindra pas à un gouvernement restreint, un gouvernement minoritaire, eh bien, à ce stade, il semble effectivement que nous nous dirigeons vers des élections, une troisième élection en un an. Benjamin Netanyahou a rencontré lundi son principal rival au sein du Likoud, Gideon Sa'ar. Une période de 21 jours va s'ouvrir probablement dès demain, pendant laquelle tout député peut essayer de réunir une majorité. Je l'ai dit il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a des choses à attendre, du côté du Likoud ? Est-ce que quelqu'un comme Gideon Sa'ar peut tenter quelque chose ? Écoutez, si nous nous dirigeons vers une troisième élection, ce qui, comme je l'ai rappelé, semble très probable, d'après les statuts du Likoud, avant toute nouvelle élection générale, élection législative, eh bien, il faut une nouvelle élection également à la tête du parti. Et par conséquent, d'après les statuts du Likoud, il faudra organiser une élection à la tête du parti. Je vous rappelle que depuis maintenant 2012, Netanyahou a toujours réussi à repousser ce genre d'élection et avancer l'élection immédiatement après des élections législatives et non pas avant. La dernière fois que Netanyahou a été élu à la tête du Likoud, c'était, je vous rappelle, en décembre 2014. Il y a, comme l'exigent les statuts du Likoud, s'il y a une élection à la tête du parti, tout indique que Gideon Sa'ar se présentera contre Netanyahou. Il y a également des rumeurs déjà ce matin dans la presse selon lesquelles Netanyahou ferait tout pour empêcher une élection à la tête du parti avant les prochaines élections législatives, mais la chose ne dépend pas évidemment que de lui. Il y a des institutions dans le parti. Et donc, mais avant cela, Emmanuel Navon, est-ce que, avant une éventuelle élection interne, est-ce que pendant cette période de 21 jours qui pourrait s'ouvrir dès demain, est-ce qu'il peut se passer quelque chose au sein du Likoud ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une petite dizaine de députés tentent de former une autre coalition ? Je ne pense pas parce que cela impliquerait de la part de ces députés du Likoud de faire scission du parti, ce qui par là même mettrait fin à leur carrière politique. Donc Gideon Sa'ar, par exemple, n'aurait aucun intérêt à faire cela, puisque même si cela lui permettrait de rentrer dans un gouvernement
dirigé par le Parti bleu et blanc. Cela marquerait également la fin de sa carrière politique. Donc, les accusations en provenance de Netanyahou, selon lesquelles c'était l'idée de Gideon Sa'ar, sont infondées, puisque cela irait complètement à l'encontre de l'intérêt politique de Gideon Sa'ar ou de tout autre député du Likoud. À quoi pourrait ressembler cette éventuelle troisième élection dont on parle et qui pourrait être organisée en mars prochain? Le Likoud et la liste Yamina d'Ayelet-Shaked et de Naftali Bennett ont déjà annoncé une fusion pour ce scrutin. Et est-ce que les cartes politiques peuvent être rebattues? Je pense que oui, parce que c'est véritablement sans précédent pour Israël d'avoir 3 élections en un an, et par conséquent, beaucoup d'électeurs voteront en fonction de la question suivante: qui est responsable de cette 3e élection? Et je pense que la plupart des électeurs puniront tout simplement les hommes politiques et les femmes politiques, les partis politiques qu'ils considéreront comme étant responsables, en tout cas partiellement, de cette élection. C'est-à-dire le Likoud et Kachol Lavan. D'après, il faudra voir exactement ce que disent les sondages, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, pour l'instant, tout le monde comprend bien que aussi bien l'entêtement de Netanyahou que de Gantz sont effectivement très partiellement responsables de ces nouvelles élections. Et cela profiterait à qui, Emmanuel Navon? À Victor Lieberman, par exemple? Cela profiterait à qui? Alors, encore une fois, Lieberman semble se diriger vers une campagne électorale particulièrement agressive vis-à-vis des partis orthodoxes. On l'a vu dans les propos qu'il a tenus il y a à peu près 2 heures dans sa conférence de presse, des propos très durs vis-à-vis des partis orthodoxes. Et donc, on ne peut pas savoir encore si cette ligne de campagne de Lieberman va le servir ou pas. Si ses électeurs et si les électeurs qui ne sont pas des électeurs traditionnels de son parti pensent effectivement que Lieberman a tenu ses engagements, il est possible qu'il puisse se renforcer encore plus. Je rappelle que la 2e élection l'a fait passer de 4 à 8 députés, et il n'est pas impossible que la prochaine élection il se renforce encore plus. Un mot de défense avec vous, Emmanuel Navon. La Russie a condamné tout à l'heure les frappes israéliennes en Syrie de la nuit dernière. Tout cela est très mauvais, a réagi le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Est-ce que, selon vous, Moscou peut contrarier les efforts israéliens contre l'Iran en Syrie? Oui, la réponse est oui, puisque Moscou, finalement, contrôle le ciel syrien, et c'est uniquement, finalement, grâce à l'accord tacite et à la coordination entre Moscou et Jérusalem qu'Israël parvient agir contre la présence iranienne en Syrie. Et je pense que ces dernières déclarations venant de Moscou sont très inquiétantes pour Israël et devraient inquiéter le gouvernement israélien, parce qu'elles signifient que la marge de manœuvre d'Israël est en train de se réduire, et il n'est pas impossible que cela soit lié justement à la décision du président Trump de se désengager de la région, de se désengager de la Syrie, qui ne fait que renforcer la position de Moscou. Et Moscou commence à durcir sa position vis-à-vis d'Israël. Ce sont malheureusement de très mauvaises nouvelles pour Israël, puisque cela semble réduire effectivement la marge de manœuvre d'Israël en Syrie. Moscou durcit le ton, vous venez de le dire. L'autre facteur est évidemment la position iranienne. Est-ce que Tzahal tente de profiter d'une sorte de momentum que lui offre la fragilisation de Téhéran suite au vaste mouvement social que connaît le pays? Puis par ailleurs, à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe en Irak et au Liban? C'est sûr que ces manifestations, ces révoltes contre la mainmise iranienne dans beaucoup de pays de la région, en particulier au Liban, mais également en Irak. Petit souci de ligne avec Emmanuel Navon. On va essayer de le joindre pour terminer cette conversation à propos des frappes israéliennes en Syrie la nuit dernière. On va essayer de reprendre Emmanuel Navon dans quelques instants. Je salue en attendant Gabriel Attal qui nous a rejoint. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Vous nous avez rejoint pour parcourir le reste de l'actualité. Et on démarre avec un nouveau rapport sur l'opération militaire américaine de la coalition anti-Daesh en Irak et en Syrie qui a mis en lumière des tensions avec l'Iran suite aux frappes aériennes israéliennes présumées.
Oui, par ailleurs, le rapport note que le commandement central américain craint que les forces soutenues par l'Iran en Syrie cherchent à prendre pour cible le personnel militaire américain ou ses forces partenaires en Syrie s'il considère les États-Unis comme complices des frappes israéliennes contre les forces iraniennes. Selon les médias, des frappes aériennes israéliennes présumées sur des bases irakiennes appartenant à des milices alignées avec l'Iran ce trimestre ont exacerbé les tensions entre les États-Unis et l'Iran et ont compliqué la mission américaine. Merci Gabriel, on retrouve tout de suite Emmanuel Navon. Vous nous entendez, Emmanuel ? Je vous entends. Oui, nous avons été interrompus au moment où vous nous expliquiez qu'Israël essayait de profiter de la fragilisation régionale de l'Iran ces dernières semaines. Tout à fait, ce n'est pas la première fois qu'il y a des rébellions dans le monde arabe, mais également en Iran et à Téhéran contre le régime des mollahs. Cela évidemment sert Israël dans la région dès l'instant où l'Iran est fragilisé, mais malheureusement l'expérience nous montre qu'à chaque fois qu'il y a eu de telles rébellions, eh bien elles ont été réprimées par la violence par le régime de Téhéran. Et je pense également qu'il manque aujourd'hui une voix claire de la part des pays occidentaux, des États-Unis et des pays européens en faveur des mouvements de liberté contre la répression du régime iranien. Il y a eu effectivement des déclarations assez claires de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, mais sans un soutien ouvert des pays occidentaux contre le régime iranien, il sera difficile pour la population iranienne de tenir bon. Et encore une fois, malheureusement, l'expérience nous rappelle que le régime iranien a su dans le passé réprimer ce genre de rébellion et se maintenir au pouvoir. Et d'un point de vue militaire, il peut être intéressant pour l'armée israélienne de frapper à ce moment-là, de frapper de manière plus importante que ces derniers temps. Encore une fois, comme on vient de le rappeler, cela dépend avant tout du bon vouloir de Moscou. Or, ce bon vouloir semble s'affaiblir et s'effriter ces derniers jours, ces dernières semaines, comme on a pu effectivement le constater avec ces dernières déclarations assez inquiétantes, je dois le dire, en provenance de Moscou. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. À très bientôt sur Radio J. Gabriel Attal, on vous retrouve. Une majorité de législateurs de la Chambre des représentants ont envoyé lundi une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour l'inviter à appliquer immédiatement la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui concernait tout particulièrement le Hezbollah. La lettre appelle Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à diriger un effort international visant à limiter les capacités du Hezbollah au Liban et à éviter le résultat dévastateur mais évitable dont vous avez déjà été averti. Nous craignons des coups civils importants au Liban si Israël doit agir pour défendre ses citoyens, car le Hezbollah a installé son arsenal massif dans des zones civiles, transformant une grande partie de la population du Liban en boucliers humains. Poursuit la lettre. Le Hezbollah en portera la responsabilité, de même que le gouvernement libanais et la communauté internationale. Le Parlement néerlandais a rejeté hier la décision de l'Union européenne sur l'étiquetage des produits israéliens issus des implantations de Judée-Samarie. La motion approuvée à 82 voix contre 68 appelle le gouvernement à s'opposer à la décision, à moins que des normes similaires ne soient appliquées à tous les territoires contestés du monde entier. Le Parlement juge injuste et discriminatoire la décision de la Cour à l'égard d'Israël. La Hongrie a empêché les 28 États membres de l'Union européenne de publier hier une déclaration commune condamnant la décision américaine de ne plus considérer les implantations israéliennes comme illégales. Selon une source diplomatique, le ministre hongrois des Affaires étrangères a demandé à ses diplomates de bloquer tout texte sur le statut juridique des implantations. Il a également déclaré que son pays s'opposerait à toute déclaration sur la légalité des implantations israéliennes. Merci Gabriel, on vous retrouve tout à l'heure. La déclaration de Mike Pompeo a suscité, on l'a entendu depuis hier, de nombreuses réactions. Mais quel est le statut de ces territoires du point de vue du droit international ? Une histoire longue et tumultueuse que nous raconte notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Depuis les accords d'Oslo signés en 1993 entre Israël et l'OLP, la question des frontières doit être réglée par la négociation directe entre les deux parties. Que la communauté internationale ait adopté la position palestinienne sur l'illégalité des implantations Judée-Samarie ne fait que compliquer le problème. On connaît sur ce point l'opinion de l'ONU et aussi celle de l'Europe. La récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'étiquetage des produits en provenance des implantations en est encore un exemple. En déclarant que les
implantations israéliennes en Cisjordanie ne sont pas en soi une violation du droit international, le secrétaire d'État américain a repris la position israélienne, mais il a surtout admis que le litige ne se réglerait pas devant les instances judiciaires internationales et qu'il fallait sortir cette dimension de l'équation. Cela dit, Israël a effectivement des arguments juridiques qui tiennent la route. La Convention de Genève de 1949 sur la protection des personnes dans les territoires occupés ne correspond pas à la réalité des territoires conquis par Israël en 1967. La population palestinienne n'a pas été déplacée par l'armée israélienne, et si l'on remonte plus loin dans l'histoire, en disparaissant, l'Empire ottoman avait renoncé à sa souveraineté sur sa province de Palestine. Les territoires passés sous le mandat britannique comprenaient des droits pour le peuple juif à un foyer national, inscrit dans la déclaration Balfour de 1917, puis dans des décisions de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Ces droits n'ont pas disparu dans la Charte des Nations Unies. De plus, quand Israël est entré en Judée-Samarie lors de la guerre des 6 jours, la région fonctionnait encore selon le droit ottoman, notamment dans le domaine foncier. Les terres sur lesquelles Israël a établi des points de peuplement n'étaient pas des propriétés privées, mais des terres d'État dont la jouissance en usufruit était possible. C'est toujours sur cette règle de droit ottoman que sont établies les implantations israéliennes dont les habitants ne sont pas les propriétaires. D'ailleurs, quand des habitations sont construites sur des terres appartenant en propriété privée à des Palestiniens, ceux-ci peuvent faire valoir leur titre devant la Cour suprême israélienne. Il y a donc différents aspects à la question qu'il faut séparer pour ne pas déformer la réalité. L'existence des implantations israéliennes n'est pas illégale en elle-même, ainsi que l'a souligné Mike Pompeo. Sur le plan juridique, rien ne s'oppose donc à ce que la situation actuelle continue. Sur le plan politique, on connaît le débat sur l'annexion des implantations. Là, l'enjeu est plus délicat à manier. C'est pour cette raison que lorsqu'il a annexé le Golan, l'État d'Israël avait précisé qu'il pourrait ultérieurement faire l'objet d'un accord diplomatique avec la Syrie. Le sort de la Judée-Samarie reste encore à déterminer, mais la déclaration américaine aura au moins remis quelques concepts à leur place. On va marquer une toute petite page de publicité. Ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes. 14h25, Radio J, la suite du journal, Steve Nadjar. Gabriel, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que l'ennemi avait été repoussé dans le pays après plusieurs jours de manifestations déclenchées par l'annonce d'une hausse du prix de l'essence et émaillée de nombreuses violences policières. Les actions récentes étaient un problème de sécurité. Elles n'émanaient pas du peuple, a estimé le numéro 1 iranien Ali Khamenei. Nous avons repoussé l'ennemi. L'Iran sort victorieux et uni des émeutes des derniers jours, comme en témoignent les images des rassemblements pro-pouvoir dans plusieurs villes du pays, diffusé par les médias d'État, a déclaré aujourd'hui le président iranien Hassan Rouhani. La Lituanie émettra bientôt la toute première pièce en euros comportant une inscription en hébreu. C'est votre très jolie histoire du jour, Gabriel. La pièce sera émise en l'honneur des 300 ans de la naissance du Gaon de Vilna et de l'histoire des Juifs de Lituanie. La pièce devrait être publiée au 2e trimestre de 2020. L'envers de cette pièce porte le symbole des Juifs de Lituanie, Litvaks, une menorah stylisée représentant l'identité de la communauté en tant que citoyen depuis le XIVe siècle, sous le règne de Gediminas, le grand-duc de Lituanie. Le revers de la pièce porte 2 signes, la lettre en forme de couronne hébraïque Shin, qui en gematria, la valeur numérique de chaque lettre en hébreu représente le nombre 300, commémorant le 300e anniversaire de la naissance du Gaon de Vilna, et en hébreu He Gimel Reish Aleph, un acronyme de Hagaon Rabbi Eliyahu, ce qui signifie Gaon Rabbi Elijah. Au bas de la pièce, enfin, figure un rouleau symbolique de la Torah portant le numéro 300 gravé. Le verso porte également les inscriptions le Gaon de Vilna et le rabbin Elijah ben Solomon Zalman en lituanien et en hébreu. La mémoire des justes est donc éternelle. En France, Emmanuel Macron s'est prononcé hier contre l'interdiction voulue par la droite des listes communautaires aux prochaines élections municipales, Gabriel. Le président de la République a également promis de nouvelles mesures contre le communautarisme dans les prochaines semaines. Le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau, à l'origine du texte, a rapidement réagi aux propos du chef de l'État. Il a dénoncé un renoncement de plus qui théorise l'impuissance de l'État et banalise le communautarisme. Emmanuel Macron, qui s'est également exprimé
ce matin à l'UNESCO devant 400 jeunes sur les mesures pour en finir, je cite, avec les maltraitances. L'exécutif veut alerter sur les violences subies par les enfants, phénomène insuffisamment connu et dénoncé qui doit mobiliser toute la société. Le président de la République devrait dévoiler certaines mesures d'un plan pour en finir avec les violences faites aux enfants. Le constat est alarmant. Aujourd'hui, en France, on estime qu'un enfant meurt tous les 5 jours de la violence de ses parents, qu'un jeune est victime d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes et qu'entre 8 000 à 10 000 mineurs se prostituent. Des chiffres probablement en deçà de la réalité du fait du silence entourant ces sujets. Merci Gabriel Attal, c'est la fin de ce journal magazine. Merci de votre attention. On se retrouve à 15h pour le Flash. Tout de suite, l'émission L'épopée du sionisme. Bon après-midi à vous.